Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour Davy. Bonjour à toutes et à tous, bonjour Charlotte. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Davy Ross, fondateur de Croque la Vie, passionné de santé animale depuis ma plus tendre enfance et j'en ai fait mon métier. Et pour ceux qui nous rejoignent pour la première fois, bienvenue à Croque la Vie. Quant à moi, je suis Charlotte, responsable du pôle recherche scientifique et rédaction. Alors Charlotte, qu'est-ce qu'on va voir dans cette vidéo? Alors aujourd'hui, on va aborder des éléments que vous pouvez retrouver mentionnés sur les étiquettes de vos croquettes. Tout à fait. Et si on fait cette vidéo, c'est parce que ces éléments, en général, souvent, vous ne savez pas ce qu'ils veulent dire. Ou alors, vous pouvez même ignorer qu'est-ce qu'ils vont impliquer pour la santé de votre animal. Alors, le premier point, les sous-produits animaux. Et également, du coup, les sous-produits végétaux. Alors, qu'est-ce que c'est? Parce que ça, c'est un terme, vous allez trouver de tout dessus, des gens qui vont les défendre, disant que c'est des produits de qualité, et des gens qui vont vous dire que c'est le pire qu'on peut trouver. Alors, du coup, c'est quoi la vérité? Je veux dire, la vérité est déjà assez bien... c'est des termes qui sont encadrés par la loi, notamment par le règlement de la Commission européenne. Alors c'est vrai qu'il y a des catégories de sous-produits animaux qui sont vraiment de bonne qualité, hein, c'est-à-dire le cœur, le foie, les poumons, des choses comme ça, des organes finalement nobles, et qui ont tout un intérêt nutritionnel pour l'animal. Mais dès l'instant où vous avez un terme sous-produits animaux, vous ne savez pas ce qu'il y a dedans, en plus au pluriel, donc il y a plein de trucs, mais on ne sait pas quoi. Moi personnellement, je suis fabricant d'aliments, si je mets du cœur ou du foie, je vais marquer cœur, foie, voilà. Enfin, je veux dire, ceux qui utilisent du foie, ils mettent foie, c'est normal. Même d'ailleurs, il y en a qui mettent du cœur et ils marquent cœur, c'est normal. Donc, il ne faut pas quand même être trop naïf non plus, hein. Faut quand même être assez réaliste. Quand quelqu'un utilise un terme qui doit être très très opaque et n'a pas intérêt à vouloir marquer un ingrédient de qualité, il faut arrêter. C'est pas, je dis pas dans 100% des cas, mais généralement c'est pas les ingrédients de qualité. Là pareil, j'ai une autre fiche, une autre source, donc c'est le CIFCO, SIFCO. C'est le syndicat des industries françaises des coproduits animaux. Les coproduits, c'est les sous-produits, hein, c'est la même chose. Ils sont très clairs là-dessus. Déjà, ils sont spécialistes là-dedans et vous disent très clairement coproduits animaux de catégorie 3. De quoi s'agit-il? Le règlement européen distingue 3 catégories de coproduits animaux. Les produits de viande, des coproduits de viande et de poisson, tels que, tenez-vous bien, donc, les viscères, tête, pattes, cou, pieds, os, plumes, sang, queue, pour rajouter les placentas, etc. La Commission européenne est plus précise encore. Elle utilise même d'autres qui ne sont pas marqués ici, parce que là j'ai envie de dire que c'est presque les mieux. Mais vous pouvez ajouter les placentas et d'autres choses comme ça. Donc quand on parle de sous-produits animaux, il faut quand même savoir de quoi on parle. Et quand c'est très opaque, je suis désolé, il faut arrêter d'imaginer que c'est du foie ou autre chose. C'est pas vrai. C'est pas vrai dans la grande majorité des cas. Mais du coup, on a aussi les sous-produits végétaux. Oui, qu'est-ce que c'est? C'est quoi? Les sous-produits végétaux, c'est un peu la même chose, hein, finalement. Hein. Vous allez avoir, je sais pas, par exemple, la mélasse, les tiges d'ananas, j'ai déjà vu, pour vous dire qu'on met un peu de tout. Vous avez les coquilles, le tourteau de colza, enfin, c'est tout, c'est pas pareil, c'est pas les meilleurs ingrédients, quoi. Un autre terme qui est beaucoup utilisé, c'est le terme de viande fraîche. Et les gens ne savent pas, en fait, qu'est-ce que ça veut dire quand il y a viande fraîche. La viande fraîche, il y en a beaucoup qui pensent que c'est une bonne alternative ou que c'est naturel. Sauf qu'il ne faut pas oublier que la viande fraîche est constituée à 75% d'eau. Tout à fait. Alors, c'est de toute façon une alternative. Mais il faut savoir de quoi on parle. C'est ça qui est important, parce que je pense que c'est trop idéalisé. Effectivement, il y a beaucoup à dire. Donc, première chose, comme vous dites, la viande, c'est 75% d'eau, à peu près, hein, normalement. Sauf que là, on n'intègre pas directement la viande comme ça. On intègre une pâte à base de viande. Et, enfin, en Europe en tout cas, à base de viande. C'est dilué encore dans de l'eau. Donc le problème, c'est que vous retrouvez en gros avec minimum 85% d'eau. Et en fait, pour obtenir, par exemple, vous avez une marque qui va vous dire « Tiens, moi j'ai 60% de viande fraîche. » On dit « C'est super. C'est riche en protéines. C'est adapté. C'est parfait. » Sauf que l'envers du décor, c'est que vous devez diviser par 6, voire quasiment par 8, pour obtenir le taux réel de protéines, une fois que vous avez enlevé l'eau. Donc dans 60%, il vous reste combien quand vous divisez par 6? 10. 10. Donc ça veut dire que dans ce premier ingrédient qui est tout au début, 60%, devant tout le reste, en vrai, en valeur déshydratée, si vous voulez comparer objectivement chaque élément,
qu'est-ce qui représente dans la croquette finale, une fois faite, confectionnée, vous n'avez que 10%. Donc un premier ingrédient comme ça, premier point à retenir de ce qu'on est en train de dire, c'est que ce premier ingrédient, quand c'est de la viande fraîche, il faut parler de valeur déshydratée. Et là, vous allez pouvoir le replacer pour voir quelle est sa vraie valeur dans l'ensemble. À peu près, parce que c'est pas totalement vrai, mais à peu près. Et là, c'est plus la même, 10%. Alors, la plupart des marques mettent même pas 60%, donc ils vont marquer 30, 40%, vous avez c'est beaucoup. Mais en fait, pas du tout. Oui. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point, il faut savoir que l'utilisation de viande fraîche, j'insiste bien sur le fait qu'elle est fraîche, ça implique l'utilisation notamment de conservateurs. Et pas les... ça inclut les conservateurs qui posent aussi polémique. Et beaucoup plus que quand vous utilisez une protéine déshydratée, par exemple, qui elle aussi va être notamment issue de viande fraîche si c'est une protéine de qualité, ou d'autres choses si elle est de moins bonne qualité. Donc il faut bien comprendre qu'il y en a un où il y a beaucoup de conservateurs, et l'autre, beaucoup moins. Donc ça, c'est le deuxième point. Ensuite, il y a un troisième point très important à retenir. Quand vous utilisez de la viande fraîche, il y a donc beaucoup d'eau. Mais qu'est-ce qui se passe une fois que vous mettez dans l'extrudeur et que l'eau s'évapore et que vous confectionnez la croquette? On a dit qu'il y a moins de valeur protéique, ok. Mais s'il y a moins de valeur protéique, il y a forcément autre chose qui augmente. Et l'autre chose en général qui augmente proportionnellement et inversement proportionnel, c'est le taux de glucides. Dans la composition, vous pouvez avoir l'impression, par exemple, on vous dit, tiens, je dis une bêtise, il y a 10% de riz, 10% de pommes de terre. Vous dites, ah, c'est bien, il n'y a que 20%. Mais quand vous regardez la composition analytique, vous vous rendez compte qu'en fait, il y a quasiment 40%. Ce qui est important. Mais c'est parce que ça augmente inversement proportionnel, puisque vous enlevez l'eau. Ce qui représentait 10% au départ dans la composition, quand vous enlevez l'eau de la viande devenant toute petite, la part en fait de glucides, notamment dans mon exemple le riz, la pomme de terre, devient beaucoup plus importante dans l'ensemble de la recette. D'accord. Et ça, c'est aussi quelque chose que les gens ignorent en général en lisant la composition. Oui, la plupart. Donc ça, c'est vraiment les 3 points à retenir. Et aussi, en fonction des pays, c'est pas la même chose, il me semble. Alors, tout à fait. C'est pour ça, tout à l'heure, en commençant, je disais, en ce qui concerne l'Europe, parce qu'il faut bien comprendre qu'il y a des législations très différentes d'un pays à un autre. Et là aussi, même dans des professions de santé ou autres, ici en Europe, je pense qu'il y a une vraie méconnaissance de ça. Donc, je le dis, vous allez par exemple aux États-Unis, les législations ne sont pas du tout les mêmes. Donc là, moi, j'ai sorti le Conseil d'Europe. Pareil, bon, vous avez plusieurs pages, le but, c'est pas de lire tout ça, on vous mettra les liens en description. Mais vous voyez, le Conseil d'Europe, il a rejeté la proposition de la Commission concernant le règlement du Conseil portant sur l'application du règlement du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne l'utilisation de substances antimicrobiennes pour éliminer la contamination de surface des carcasses de volailles. Donc là, ça concernait les volailles. Et c'est la même chose pour les autres viandes. Et le problème, c'est qu'on est en train de parler de substances qui donc sont interdites dans les traitements pour recycler les viandes. Recycler, désinfecter les viandes. Parce que quand on désinfecte, comme le dit, et c'est pas moi encore, le Conseil de l'Europe dit, il refuse en fait ça parce que ça sous-entend qu'il y a des notions d'hygiène qui sont certainement pas du tout des meilleures. Donc ça peut s'appeler viande fraîche. Quand c'est des viandes fraîches qui viennent, par exemple, vous avez des croquettes qui vont être fabriquées, je sais pas, aux États-Unis, au Canada, je sais pas où, vous pouvez retrouver ça. Et malheureusement, c'est une pratique extrêmement courante, puisque chez eux, c'est même de consommation humaine. Les humains consomment ça. Tout à fait. Mais du coup, quand on importe, nos animaux vont consommer aussi ça. Alors, je dis pas que tout le monde fait ça. On sait un peu comment ça fonctionne l'industrie, c'est pas souvent que c'est la meilleure qualité. Donc, c'est des questions à se poser, en tout cas. Tout à fait. L'autre chose, chez eux, c'est tout à fait légal aussi, d'appeler viande fraîche un mélange, une mixture d'un mélange de protéines, de graisses, donc de protéines déshydratées, mélangées avec des graisses et de l'eau. Alors ils vont ajouter des minéraux, des choses comme ça aussi, et ils vont appeler ça viande. C'est pas la viande que vous mangez vous dans votre assiette. Non. Donc ça aussi. Donc quand vous avez ces termes-là qui sont marqués sur vos compositions, c'est important de prendre un petit peu de recul. Alors maintenant, nous allons aborder la question des céréales. Et ils sont souvent pointés du doigt, il me semble, parce qu'ils sont riches en glucides, mais aussi en mycotoxines, non ? Alors effectivement, vous reprenez donc les arguments qu'on entend généralement, qui sont faits pour diaboliser les céréales. Alors, on va repartir tout de suite sur des bases saines. Les céréales riches en glucides, bien sûr. Et riches en mycotoxines, pas plus que de la viande ou des légumes. Je veux dire, vous prenez les rapports qui sont faits scientifiques dessus, on vous dit que, par exemple l'OMS vous dit très clairement que 25% des denrées alimentaires dans le monde sont impactés par les mycotoxines. Et on va pas se mentir, ils le disent eux-mêmes, c'est pas moi encore une fois, c'est autant
les légumes que les céréales, que les viandes. Donc il y a un moment, il faut arrêter d'essayer de critiquer le céréal et de le remplacer finalement par autre chose qui contient autant de mycotoxines. Voilà. Donc ça, c'est la première chose sur les mycotoxines. Le débat des mycotoxines, vous savez, c'est un faux débat. Nous, par exemple, ce qu'on conseille, c'est de prendre des marques qui font des tests contre les mycotoxines et qui sont capables de montrer cette transparence et qu'il n'y en a pas. Parce qu'un aliment avec céréales ou sans céréales, ce que vous voulez, ils sont tous impactés par ça. Il n'y a pas que des marques sans céréales, hein, vous savez, qui ont été impactées par ça, où il y a eu des rapports. Des marques sans céréales aussi, des marques vétérinaires. Tout le monde est logé à la même enseigne. Et tout le monde devrait faire ces tests pour montrer qu'il n'y a pas de mycotoxines. Parce que c'est un point qui est très important pour la santé de nos animaux. Ça peut avoir des répercussions. Les glucides. Alors là, ok, les céréales sont riches en glucides. Mais comme les tubercules et comme les légumineuses. Alors moi, c'est bien beau de dire, je suis sans céréales, je mets pas de céréales, il y a pas de glucides. Mais on peut pas dire ça. Parce que les glucides issus de céréales sont remplacés par quoi? Par des légumineuses qui sont autant riches en glucides ou des tubercules qui sont autant riches en glucides. L'autre petit point, ces glucides. De toute façon, que ce soit céréales ou légumes, ce que vous voulez, tubercules, légumineuses, le taux de glucides de toute façon doit être réduit. C'est quelque chose d'important. Plus vous en mettez, plus vous allez jouer sur le pH sanguin et amener à des infections urinaires, amener à d'autres problèmes de santé, le diabète, l'obésité, enfin il y a plein de choses qui peuvent... voilà. L'excès de formation de tartre également lié au pH de la salive qui est lié au pH du sang. Il y a beaucoup de choses. Donc vous voyez ça, c'est la faculté de médecine vétérinaire de Montréal. Nous c'est vrai qu'on aime bien s'informer en Europe, en France, en Suisse. En Suisse il y a beaucoup d'études vétérinaires très intéressantes. Ouais, c'est vrai. Là c'est Montréal, nos confrères canadiens. Donc c'est simple, ils vous disent, on parlait du pH juste avant, donc le pH de l'urine chez le chien et le chat est principalement influencé par l'alimentation de l'animal. Bon, ça paraît assez évident, mais voilà, pour ceux qui ne savaient pas, je le dis. Un animal qui se nourrit de viande aura une urine acide, alors qu'un animal, donc là écoutez bien, c'est là que c'est intéressant, alors qu'un animal dont la ration est surtout composée de céréales ou de légumes aura un pH alcalin. Voilà. Donc plus il y aura des glucides, que ce soit issus de céréales ou de légumes, alors légumes à relativiser, c'est pas tous les légumes, c'est les légumes qui ont beaucoup de glucides, donc tubercules, légumineuses. Plus ça va jouer et amener un pH alcalin. Donc qui dit pH alcalin, infection urinaire, etc. Vous voyez? Donc quand vous voyez marqué céréales ou légumineuses ou tubercules, attention, il faut vraiment limiter au maximum leur quantité. Il y a besoin d'une petite quantité de glucides, d'amidon notamment, pour former la croquette, pour l'agglomérer tout simplement. Parce que sinon elle s'effriterait, elle serait immangeable. Mais il faut la limiter au maximum, c'est important. Et pas de tubercules et légumineuses par contre. Par contre, pas de tubercules et pas de légumineuses. La présence de pois, de lentilles, de pois chiches, d'haricots, de tubercules de type pommes de terre, patates douces, c'est quelque chose qui est nouveau. Donc déjà, ce que j'aimerais, c'est qu'on prenne tous du recul et qu'on soit très modeste par rapport à cette question-là. Pas des ingrédients qui sont anodins pour la santé de nos animaux. Et on a très peu de recul, puisque ça fait seulement quelques années que c'est intégré dans l'alimentation animale. Quand je dis quelques années, c'est qu'en gros, ça a commencé vraiment à arriver en Europe en 2016. Et pourquoi ils ont intégré ces ingrédients? Alors, premier point. Pourquoi on a intégré des légumineuses et des tubercules? Pour former une croquette, on l'a déjà dit, il faut des glucides, de l'amidon. Donc les céréales ayant été diabolisées, on les a remplacées par des légumineuses et des tubercules. Et là, les tubercules sont aussi riches en glucides. Ces glucides-là ne sont d'ailleurs pas des plus digestes. Tout à l'heure, je me suis permis de prendre aussi ce dossier-là, parce qu'il y a des études aussi faites sur la question, encore une fois, c'est pas moi qui l'invente, vous voyez. Effet de 6 sources glucidiques, ce qui apparaît très clairement dedans, il y a notamment le pois qui a été testé, le manioc, etc., par rapport au riz et par rapport au maïs. Bon, moi je suis pas très étonné, ceux qui ont une moins bonne digestibilité, c'est effectivement, là notamment les pois et les lentilles. Donc il faut arrêter de me dire qu'on utilise ça parce que c'est plus digeste. Ça c'est n'importe quoi. Donc pour la question de l'argument de la digestibilité, je pense que le débat est clos, il n'y a pas d'argument sérieux sur ça, c'est faux. Ensuite, d'autant plus qu'il y a plein de céréales comme le riz, le maïs qui sont sans gluten, nous par exemple on conseille les sans OGM aussi,
produites sur le sol français, c'est des choses qui n'ont jamais posé problème, même quand les croquettes n'existaient pas. Ben, on se rend compte aussi justement dans l'étude que le riz et le maïs est à 99% digestible. Digéré, tout à fait, oui, tout à fait. Donc, ça, c'était le premier point. Après, le deuxième point, les légumineuses sont beaucoup utilisées parce qu'elles sont riches en protéines. Certaines sont riches en contenant jusqu'à 25% de protéines. Ouais. Donc c'est pas négligeable, surtout que c'est de la protéine finalement à bas coût par rapport à une protéine issue de viande. C'est beaucoup moins cher, les prix ne sont pas du tout comparables. Nous par exemple, c'est vrai qu'à un moment, on s'était posé la question, est-ce que dans l'alimentation de nos animaux, on n'intégrerait pas un petit peu de légumineuses? Mais en fait, en testant, on s'est rapidement rendu compte, ça c'était en 2014, 2015, que ça a amené des vrais problèmes digestifs, avec beaucoup de troubles digestifs. Bon, vomissement de bile, ok, enfin régurgitation, et les diarrhées. Beaucoup de diarrhées, de ballonnements, de ventre qui gonfle, les flatulences. Malheureusement, on a connu aussi des pancréatites. Et là, ça ne nous a pas fait. On se dit, ok, il y a vraiment un problème. Donc on a dit non. C'est-à-dire qu'on ne va pas aller choisir un aliment au détriment de la santé de nos animaux, parce qu'on est les premiers concernés, quoi. Mais par contre, c'est vrai qu'aujourd'hui, beaucoup de marques ont quand même fait le choix d'utiliser ce type de protéines et de glucides, puisque du coup c'est un mélange, en tout cas pour ce qui concerne les légumineuses. Mais là non plus, on va pas se mentir, des protéines végétales n'ont pas la même valeur nutritive que des protéines animales. Donc faut savoir quand même, parce que du coup attention, quand vous voyez marqué par une viande fraîche ou protéines nanana, et que vous avez également des légumineuses, bah s'il y a, je sais pas, je dis une bêtise, admettons qu'en tout il y ait 20 ou 25%, on va dire 20% de légumineuses, bah ça veut dire que ça peut représenter déjà plus de 5% de protéines. Donc c'est quand même important. Ouais. Donc il faut relativiser les choses. Hein. Et enfin, pour terminer sur la question des légumineuses et tubercules, ils sont, bon là j'ai pareil, on refait toujours le même dossier. Hein. Donc, par exemple, on a l'étude de la FDA qui aujourd'hui démontre qu'il y a effectivement un vrai lien potentiel entre des cardiomyopathies dilatées, donc des cœurs qui gonflent et qui en général donnent des durées de vie de seulement 2 ans après, dès que la maladie est déclarée. Donc c'est quand même quelque chose de très grave qui peut raccourcir considérablement la vie. Et eux, ils mettent ça en lien avec, dans 99,9% des cas, c'est donc des chiens qui en plus n'ont pas de prédisposition génétique à avoir ce type de maladie. Et dans 99,9% des cas, ces chiens sont nourris notamment avec des aliments contenant des tubercules ou des légumineuses. FDA qui est la Food and Drug Administration. C'est ça. Donc il y en a, je sais, hein, il y en a sur Internet, on les voit rétorquer, ah oui, mais on ne peut pas prendre cet argument, l'étude n'est pas terminée. Bon, je précise quand même qu'elle elle a commencé il y a des années, et que là on est quand même à des milliers et des milliers de chiens et chats. Et que c'est hautement significatif, puisqu'on parle de 99,9%. Donc j'aimerais savoir quand est-ce qu'on va terminer cette étude. Moi je pose la question. Donc du coup, pareil, je suis bête et méchant. Donc, vu que maintenant il y a plusieurs autres études, on va prendre d'autres études. Bon, je suis désolé, je ne la retrouve pas tout de suite, mais de toute façon, je m'en souviens très bien. C'est une étude qui a été publiée toute fin 2021, donc c'est extrêmement récent, en décembre 2021 d'ailleurs. Et elle a fait toute une analyse rétrospective en regardant combien de temps vivaient les chiens et chats quand ils restaient nourris avec des tubercules légumineuses, donc notamment dans des aliments sans céréales, et quand ils arrêtaient ce type d'aliment et qu'ils passaient sur un aliment, quelle que soit la qualité, c'était pas la question de l'étude, sur du avec céréales, mais sans tubercules et sans légumineuses. Oui. Et en fait, le résultat de l'étude, il est choquant, parce qu'on se rend compte que sur ces 2 ans, les animaux qui changent d'aliments et qui vont arrêter les tubercules et légumineuses, ils vivent en moyenne 1,5 fois plus longtemps. C'est pas négligeable. Hein. Ah bah c'est pas négligeable. Donc cette étude, elle est terminée, hein, elle est publiée même dans des revues médicales vétérinaires. On remettra le lien dans la description. Donc il faut arrêter de se cacher derrière « Ah mais l'étude n'est pas terminée ». Il y a un moment, il faut être sérieux. On est en train de parler de la santé et de l'alimentation de nos animaux. On ne peut pas leur donner n'importe quoi. Non. Et moi, quand on me dit « Ah bah tiens, s'il a cette maladie, si tu arrêtes, et même si tu prends n'importe quelle qualité, bah, il vit 1,5 fois plus longtemps », l'étude souligne même que les symptômes, par exemple des normes au niveau sanguin, la tension, le nombre de la fréquence cardiaque, la rythmicité du cœur, dans la plupart des cas, ils ont vu que ça allait même dans le sens de l'amélioration. Alors ça ne guérissait pas de la maladie, mais ça améliorait. Ouais. Vous vous rendez compte à quel point? Juste parce qu'on enlève les tubercules et les légumineuses. Ils ont fait que ça dans cette étude. Ah, c'est fou quand même. C'est fou.
Donc c'est vrai que cette question de, si vous voyez dans vos étiquettes de sacs de croquettes des légumineuses ou des tubercules, Soyez vigilants à ça. soyez vigilants. Mm. Je pense que c'est une question qui est quand même très importante et on peut pas passer comme ça dessus. Non. C'est la santé de nos animaux qui est en jeu. Tout à fait. Et c'est un sujet sérieux. Alors maintenant, notre élément important, l'origine des ingrédients Tout à fait. et manque de transparence, peut-être. Aujourd'hui, l'origine des ingrédients est quelque chose de très important. Là, on ne parle pas de l'origine, enfin, on ne parle pas du lieu de fabrication. Parce que c'est pas la même chose. Je prends un exemple très, très, très facile que tout le monde va comprendre. Aujourd'hui, par exemple, si on prend le cas local en France, un aliment fabriqué en France ne veut pas dire que les ingrédients viennent de France. Pas du tout. Il y en a d'ailleurs qui brandissent très très fièrement, vraiment mis en avant, bien dans toutes les pubs partout, Made in France, alors qu'ils n'ont pas d'usine en France. Et n'ont pas non plus de sous-traitants en France. Et vous en avez, et j'ai pas dit que c'était illégal, hein, vous allez voir que c'est tout à fait légal, mais il faut en avoir conscience. Et c'est pour ça qu'on parle de l'origine, non pas des aliments, mais des ingrédients. Parce que là, très 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 peu de marques aujourd'hui vont parler de l'origine des ingrédients. Donc privilégier la qualité, la fabrication française, c'est une chose, mais privilégier d'abord les ingrédients français pour quand vous êtes en France. Il y a des marques qui font fabriquer en France et qui en fait ne fabriquent pas en France. Ils sous-traitent tout en Espagne, par exemple, avec des ingrédients, on ne sait pas d'où ça vient, mais l'usine est en Espagne et ils vont tout fabriquer à partir d'ingrédients origine UE ou extra UE. Et vous allez voir qu'il y a plein de marques qui font de l'extra UE aussi. Et se font importer tout ça en big bag en France et vont juste enrober, par exemple, dernière étape de fabrication de graisse, même si c'est un petit peu, la dernière étape a été faite en France. Et donc du coup, ils ont le droit de mettre fabrication française. Donc attention, parce que moi personnellement, je trouve que il y a un peu de l'abus et un manque de transparence sur ça, parce qu'effectivement, vous ne savez pas d'où viennent les ingrédients. Et quand il y a ça implique du coup un problème aussi, peut-être, ça peut impliquer des problèmes de traçabilité. On ne peut pas avoir la même confiance que quelqu'un qui vous dit, ok, moi mes ingrédients, ils viennent de là. Parce que si on vous dit par exemple, moi j'ai des céréales qui viennent de France, vous savez que c'est sans OGM, puisqu'en France c'est interdit de commercialiser des céréales OGM. Et par contre, si à l'importation, c'est autorisé. Donc si ça vient d'Espagne, et alors si en plus ça vient, je sais pas, de Chine ou je sais pas d'où après, donc en fait vous savez pas ce que vous donnez à votre animal. Donc ça c'est le premier truc. Je me permets du coup, je parlais de Chine, de rebondir là-dessus. On avait, il y a quelques années, on avait écrit un article, vous voyez, il y a cette étude, je vous remettrai le lien en description, ça avait été repris aussi par la Food and Drug Administration, la FDA, et il y avait eu beaucoup de décès de chiens et de chats qui avaient été nourris à certaines croquettes. En fait, d'un coup, on s'est dit, oula, qu'est-ce qui se passe? Il y a plein de chiens et de chats qui font des cristaux dans les reins, qu'est-ce qui se passe? Il y a un vrai problème, plein de maladies rénales, d'un coup, pouf. Donc les vétérinaires ont alerté, voyant ça, et ils se sont dit, ils ont commencé à faire des études, et ils se sont dit, ah oui, mais attendez, ça concerne plusieurs marques, mais c'est tout le temps les mêmes. Et en fait, ils se sont rendus compte, en analysant ces marques, que dans leurs fournisseurs, une grosse partie de leurs fournisseurs venait de Chine. Et à ce moment-là, on a parlé de, je crois que c'était le riz contaminé. Ah. Donc c'était du riz, mais qui venait de Chine. Donc quelque part, on s'est rendu compte après que c'était l'arbre qui cachait la forêt, parce que au-delà du riz contaminé, on s'est rendu compte qu'il y avait le maïs contaminé, des légumes contaminés, des protéines contaminées, qu'il y avait des gluten de maïs, des gluten de riz. En fait, on s'est rendu compte qu'il y avait plein d'autres ingrédients qui étaient contaminés. Donc c'est pour ça, il ne faut pas croire que on est juste là pour défendre la France. Non, c'est pas. Il y a vraiment une question de la sanitaire, une question de santé, une question de traçabilité. On est en train de parler d'un sujet important. C'est pas juste, tiens, je suis écolo, c'est bien d'aller dans ce sens-là, je vais juste faire ça. Non, bien sûr qu'il y a le côté économie, soutien local, etc. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi là vraiment la question santé. Donc c'est vraiment un point très important. Et c'est peut-être parce qu'en France, il y a un petit peu plus de rigueur à ce niveau-là que dans d'autres pays. Tout à fait. Et autre point pour terminer là-dessus, c'est que faut pas oublier que, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a des législations qui sont très différentes. Si vous avez des ingrédients qui viennent de France, par exemple tout ce qui est volaille avec des traitements hormonaux ou choses comme ça, en France, il n'y a pas. Alors que vous allez dans d'autres pays, même européens, c'est autorisé. C'est légal, oui. Si vous prenez par exemple, je sais pas, une viande fraîche ou des protéines ici, vous allez aux USA, vous allez avoir des choses recyclées à la javel ou à d'autres acides, etc. Et bon, si c'est pas autorisé chez nous, c'est qu'il y a des raisons.
Donc il y a quand même vraiment des points très importants quand vous regardez vos étiquettes. Il faut se poser des questions et pas penser forcément que l'idée que vous faites d'un ingrédient est peut-être bonne, c'est peut-être pas le cas. Donc c'est important aujourd'hui de se renseigner. Donc vous prenez vos étiquettes, vous lisez. Si vous avez des questions, bah, vous nous les posez dans les commentaires de la vidéo ou par email. On sera ravis de vous répondre. Tout à fait. Et du coup, si vous avez aimé cette vidéo et pour nous soutenir, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Petite patte bleue, comme je dis, moi. Ah, Et surtout, partagez cette vidéo et n'hésitez pas vraiment à vous abonner parce qu'on va publier beaucoup de vidéos comme ça. beaucoup d'autres. Posez-nous vos questions dans les commentaires, on y répondra avec grand plaisir et on en fera même certainement des vidéos parce que si vous vous posez une question, on peut être sûr qu'il y a des milliers d'autres personnes qui se posent la même question. Voilà, abonnez-vous, on vous dit à très bientôt. Abonnez-vous. Ciao, ciao.